Jamais il ne le ferait. Ouais. C'est une puissance, mais vous ne pensez pas qu'on refuse à la mode d'être un art, aussi parce que le monde de la mode il est assez caricatural. On peut le voir par exemple dans les tweets de Loïc Prigent, où on voit quand même un côté de la mode éphémère ou très, comment dire, pas, c'est pas réaliste, c'est pas ancré, c'est pas... La mode a quelque chose, elle a pour moi, elle est complètement schizophrène entre, d'un côté, et c'est deux aspects que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je dis que moi-même je suis schizophrène. D'un côté, son côté très exclusif, c'est-à-dire que la mode dit ce qui est moderne et ce qui n'est plus moderne. Quelque chose, d'ailleurs beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui disent « Oh moi j'aime pas beaucoup la mode » parce qu'ils pensent que parce qu'ils aiment les choses classiques, ils n'aiment pas la mode. Donc on va dire que ça s'oppose. Alors d'un côté vous avez ça, la modernité, qui va avec quelque chose de parfois un peu idiot, qui est ouais non ça oui, etc. Bon, et tout ce qui découle de Loïc Prigent, type extraordinaire, qui fait l'inventaire des phrases qu'il entend dans le milieu de la mode, qui sont toujours complètement dingues, parce qu'en fait on ne s'entend pas parler. Et de l'autre côté, la mode pour moi c'est aussi ce qui va permettre à quelqu'un de transcender son corps. C'est-à-dire moi souvent, comme sur Instagram, puisque j'y suis très suivie, comme on dit, très souvent les filles elles disent « Ah oui mais moi je peux pas m'habiller comme vous, je peux pas me mettre un grand pantalon comme ça parce que vous êtes mince, et moi je suis pas mince », donc on voit bien que les gens ils se découragent. Alors qu'en fait la mode justement, elle est, mais pour ça il faut aimer ça, que bien qu'ayant pas une taille mannequin, je vais commencer à chercher, je vais commencer à essayer des choses, je vais oser. Et puis petit à petit, je vais me rendre compte que ça, finalement, ça ne va pas si mal que ça. Je vais imiter des gens à des moments, ça c'est un énorme facteur de mode. Je vais m'identifier à des personnes, je vais faire comme elles. Et puis petit à petit, et puis c'est très long, je vais trouver mon identité. Donc elle a ces deux aspects. Elle a un aspect complètement ouvert qui va permettre à l'individu de s'épanouir, et un autre aspect qui c'est un petit milieu de crétins qui discutent entre eux. Je ne dis pas ça pour le... Vous pensez que ça crée du lien, le vêtement, la mode? Mais moi je crois que c'est même pas à prouver que ça crée du lien, c'est que quand... je vais vous dire, ça manquerait peut-être pas à Avenue Montaigne, quoique, il y a des gens de tous les pays, il y a Avenue Montaigne, mais ça manquerait peut-être pas à Avenue Montaigne parce qu'il faut les moyens pour aller à Avenue Montaigne. Mais moi qui fais par exemple beaucoup les friperies, je me rends compte qu'on se retrouve là entre gens d'univers complètement différents. Et il y a aussi bien un créateur star qui est là, aussi bien quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui fait des recherches, que ça l'amuse de faire ça. Il y a aussi des radins peut-être. Et puis il y a aussi des gens, tout simplement, il y a des gens qui viennent vendre, parfois j'ai vu ça parfois dans des trucs qui viennent vendre leurs vêtements. Et là-dedans, il y a des gens de tous les milieux. Donc, on est tous réunis là. Par quoi on est réunis? On est réunis parce que le vêtement est abordable, donc il permet, comme il est abordable, il permet l'audace. C'est-à-dire que pour 5 €, si vous achetez un blouson avec je sais pas, quelque chose de peint dans son dos, un pingouin, c'est 5 €. Donc si vous êtes ridicule, ce sera pour 5 €, c'est pas si dramatique. Mais je trouve que c'est ça qui permet, d'abord, c'est ça qui permet aux gens aussi de pouvoir circuler d'une caste sociale à une autre. Pardon de dire caste sociale, hein, mais c'est horrible, je préférerais ne pas dire ça. Mais je sais que moi, je venais d'une famille, on était dans le 16e arrondissement à Paris, un quartier très chic, mais mon père, il était représentant de commerce. Bien, la manière dont s'habillait mon père, parfois faisait que les pères des autres élèves ne le voyaient pas, ne lui parlaient pas, parce qu'il avait froid, il se mettait des espèces de grosses chaussures en espèce de fourrure avec un zip devant, et il avait de temps en temps, il s'habillait, il était chic, mais il s'habillait, c'était pas le code du 16e arrondissement. Et puis petit à petit, il a commencé à avoir ce code. Et comme par hasard, les portes se sont ouvertes, les sourires se sont épanouis, donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Moi j'y ai été élevé, peut-être même dressé, à l'idée que par l'habit, je pouvais entrer partout. On s'anoblit par le vêtement. C'est ce que disait ma grand-mère, qu'on s'anoblit par le vêtement. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit qu'on s'anoblit par le vêtement, moi quand je vais une fois j'ai vu à Goa un homme qui avait une sorte de doti, il avait une sorte de tissu que les hommes se mettent, et en haut il avait tout élimé
une chemise bleue, comme ce que j'ai là, avec une espèce de cravate, mais un truc d'où ça sortait tellement c'était vieux, et un blazer. Et ce type, c'était la noblesse même, quoi, cet homme. Il était visiblement très pauvre. Mais la juxtaposition d'éléments, peut-être britanniques, hein, je sais, ça ressemblait à ça, avec les éléments, enfin il était anglo-indien, quoi, ces trucs-là, sur cet homme si pauvre, ben, c'est pas parce que cet homme, mettons, cet homme serait venu en France, évidemment la France, il aurait peut-être pu considérer qu'il y avait un anoblissement, mais en fait il était déjà anobli par son raffinement. N'importe qui, n'importe où, qui fait attention à ce qui se met, et pour qui c'est important de mettre des couleurs ensemble, n'importe qui a ce sens et qui donne de l'importance à ça, s'anoblit tout seul. Okay. Et pour revenir à la vocation, le roman que vous avez écrit, l'histoire de Mélinée, elle fait malheureusement référence à ce qui se passe aujourd'hui. Et on a vraiment senti qu'elle voulait quitter, qu'il y avait une sorte de... Elle voulait s'intégrer en France, elle adorait ce pays, ça se sentait. Et comment dire, elle regardait tout, elle regardait les petits détails, elle adorait ça. Elle voulait devenir française en fait, c'est ça. Mais est-ce que c'est, comment dire, pas pour comparer des époques, mais est-ce que les gens qui viennent aujourd'hui aussi peuvent... Vous savez, il y a une émission géniale sur France Culture qui s'appelle Concordance des temps, qui confondent deux époques tout le temps, ce que j'essaie de faire dans le livre là. Mais... Ouais. Et je pense que s'il y avait, et il y a peut-être eu d'ailleurs, parce que je ne l'écoute pas toutes les semaines, s'il y avait une concordance des temps sur... non, tout simplement, en ce moment, toujours sur France Culture, il y a toute une série d'émissions sur l'immigration italienne au début du siècle. Et là, on voit, voilà, tout simplement, on voit que l'étranger, quand il arrive en masse, parce que les Arméniens sont arrivés assez nombreux, les Italiens n'en parlent même pas, les Espagnols n'en parlent même pas en France, les Algériens, enfin bon, toutes sortes de gens. Quand ces gens arrivent en France, de toute manière, ça n'est jamais facile. Les Arméniens allaient dans des camps, mes grands-parents ont échappé par miracle à l'internement, ils allaient dans des camps de transit. Les Italiens, peut-être aussi, les Espagnols aussi, ça c'est sûr, les Italiens je ne sais pas. Et de toute manière, tous ces gens, ils arrivent là, et tout ce qu'ils ont est suspect. C'est-à-dire que leur manière aussi de s'habiller va être suspecte, leur pauvreté. J'entendais cette femme italienne à la radio qui disait qu'elle venait d'Italie. D'Italie, elle était venue, elle avait 2 manteaux en Italie, elle les avait laissés en Italie. Parce que c'était dit, elle venait en France, ce serait moche ces manteaux. Mais en France, elle est arrivée, dans l'est de la France, elle gelait, il faisait super froid. Et elle a fini par mettre des espèces de chaussures cloutées de son mari pour pouvoir se réchauffer. Et elle avait honte, elle raconte comment elle avait honte devant les Françaises de ça. Donc, je crois qu'en fait, ça n'a jamais été facile. Ça n'est pas facile aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, tout est médiatisé. Donc, en plus, on le sait tous, on est tous au courant que ce n'est pas facile. De même que ma mère me disait, qui était en France pendant la guerre, on ne savait pas quand tuer des Juifs. Mais là, on sait quand tu es syrien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout, on sait tout. Mais il me semble que c'est quand même un tout petit peu la même situation. C'est que les gens considèrent que... Enfin, les gens d'un pays considèrent que l'étranger vient leur prendre quelque chose. Et vous vous sentez touché par cette histoire parce que vous avez partagé sur Instagram une vidéo d'une jeune syrienne, je crois, ou afghane, je ne sais plus, qui racontait son histoire et on a senti par le post que vous étiez touché. Non mais comment ça ne me toucherait pas? Alors, j'ai de temps en temps dans la journée, et vous savez quoi? C'est